Il a participé à une Amérique en bonne santé. C'est la boisson la plus vendue du monde avec plus de 1,5 milliard de boissons par jour. Il fut l'allié aquatique du Troisième Reich. Coca-Cola! Yep, here's the story. L'histoire de Coca-Cola. L'histoire de Coca-Cola commence au 19e siècle avec un certain John Pemberton, originaire des États-Unis, plus exactement de la Géorgie, dans la ville de Knoxville, qui compte aujourd'hui près de 69 habitants. Jeune pharmacien, il est blessé durant la guerre de sécession, ce qui lui vaut d'être soigné à coups de morphine, dont il adopte vite une addiction. Devenu drogué, il cherche alors à se débarrasser de sa dépendance en inventant un produit censé le désintoxiquer progressivement. C'est le début de l'histoire du Coca. Utilisant ses connaissances en pharmacie, il crée une vingtaine d'années plus tard, en 1885, la première version du Coca-Cola. C'est une boisson à base de coca péruvien, d'où son nom est, donc de la cocaïne quoi, et de vin français. Il nomme alors son mélange du French Wine Coca, ou du vin coca français. Ouais. Chaque mélange contient alors près de 8 mg de cocaïne, de quoi bien faire planer votre cerveau. Donc en gros, il passe d'une drogue à une autre quoi. La recette de ce French Wine Coca aurait été vraisemblablement inspiré, enfin piqué, du vin Mariani, un mélange de vin de Bordeaux et de feuilles de coca créé en 1863 par un chimiste du nom de Angelo Mariani. Et ben voilà, plagiat, ça commence bien. Mais la prohibition imposée par la ville d'Atlanta pour une durée test de 2 ans, comme par hasard, empêche toute diffusion de son produit. Il doit alors relever le défi de refaire la même boisson, mais cette fois-ci sans aucun gramme d'alcool. Bon, par contre, pour la cocaïne, il n'y a pas d'interdiction, donc on peut y aller. Le 8 mai 1886, il parvient finalement à créer une nouvelle boisson, toujours à base de coca, mais cette fois-ci accompagnée d'un liquide plus ou moins glauque de couleur caramel. Me demandez pas ce que c'est, même le site officiel de Coca veut pas le dire. Mais cette fois-ci dilué dans de l'eau gazeuse. S'empressant de faire tester sa nouvelle boisson aux clients, ceux-ci la trouvent à leur goût. La pharmacie met alors en vente la nouvelle boisson pour un prix de 5 cents le verre. Ah oui, juste pour rappel, l'argent n'avait pas la même valeur à l'époque, rassurez-vous. Toujours composé de cocaïne, la boisson est alors baptisée Coca-Cola par l'un des associés de Pemberton, Frank Robinson, dont il dessine lui-même le logo. Logo qui est d'ailleurs toujours utilisé de nos jours, près de 130 ans après sa création. Toujours à base de cocaïne, comme je viens de le dire, la boisson gardera pendant longtemps des traces de celle-ci dans sa recette. Et oui, ce n'est pas une légende. Bien que officiellement sans cocaïne depuis 1903, on notera qu'après un contrôle surprise de la US Food Drug Insecticide, enfin c'est l'équivalent plus ou moins du contrôle sanitaire chez nous, sur le produit en 1929, que celui-ci en contenait encore. Bon, ça on ne vous dit pas non plus sur le site officiel de Coca, Mais bon, je vous rassure, aujourd'hui il n'y en a heureusement plus. Ça contient juste des colorants et des composants potentiellement mortels et autant de sucre que votre corps ne peut en encaisser en 2 jours, mais à part ça. Au cours de la première année d'exploitation, seulement 9 verres sont vendus par jour. On est bien loin des 1,5 milliard d'aujourd'hui. Mais cela va vite changer de par une nouvelle politique de vente et une nouvelle gestion de la marque. En effet, en 1887, Pemberton se fait mourant. La marque est alors rachetée juste avant sa mort par un homme d'affaires du nom de Asa Griggs Candler. Bon, il a légèrement profité de sa maladie pour le rachat. Doté du sens des affaires, celui-ci promut alors la marque grâce à un système de distribution de bons pour boissons gratuites. Et oui, la technique est pas bête. Une fois la boisson goûtée par le client, celui-ci s'en retournait en acheter une autre peu de temps après. Et oui, c'est le principe de la soif. Ainsi, le succès fut au rendez-vous et la marque se fit un nom en seulement quelques années. Malheureusement, Pemberton ne profitera jamais de celui-ci, décédant en 1888, moins d'1 an après le rachat de son invention. Finalement reconditionné en bouteille en 1899, le droit de sa mise en bouteille et de vente est racheté par 2 juristes au prix symbolique de $1. La bouteille est alors adaptée en un format unique, ce pour se différencier des nombreuses contre-marques et contrefaçons alors en vente à l'époque. Bouteille unique qui évoluera au fil du temps pour finalement devenir les canettes en aluminium et les bouteilles en plastique que nous connaissons aujourd'hui, bien que les bouteilles en verre existent encore plus ou moins. Bref, débute alors le 20e siècle, signe d'exportation de la marque à travers le monde. En effet, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le Coca-Cola a réussi à s'exporter en Europe, notamment en
France via les soldats américains. Et on retrouve aussi à présent la marque sur la quasi-totalité du continent américain. Canada, plusieurs pays d'Amérique latine et j'en passe, Coca-Cola s'impose. Mais pourquoi, me direz-vous, la firme use toujours le nom de Coca-Cola alors qu'elle ne contient plus de coca dans sa recette? Eh bien c'est justement ce qu'a demandé, si l'on peut dire, Washington Willey, le directeur du bureau de chimie du département de l'agriculture américaine en 1911, accusant la firme d'user à tort du nom de Coca-Cola alors que celle-ci ne contenait plus de cocaïne dans sa recette et aussi d'utiliser illégalement de la caféine comme additif. L'affaire se termine en 1916 devant la Cour suprême qui exige que Coca-Cola paye les frais de justice et réduise le taux de caféine de son soda, une affaire juridique qui marquera un jalon important dans l'élaboration des normes sur l'étiquetage. Et oui, il faut le savoir, c'est aussi grâce aux gaffes de Coca-Cola que nous avons le droit aujourd'hui à des normes en matière d'alimentation. Bon, par contre, pour le nom, ça n'a rien changé, hein, c'est resté le même. Arrive alors la Seconde Guerre mondiale. En effet, l'Amérique fit son entrée dans le conflit en 1942. La firme, notamment son nouveau directeur à l'époque, Robert Woodruff, voit alors s'ouvrir pour elle de nombreuses opportunités. Tout d'abord, c'est pour lui l'occasion de pouvoir faire découvrir la marque au reste du monde, via un coût plutôt réduit de par les soldats américains envoyés à l'étranger. Oui, en fait, il va faire comme l'exportation du coca en Europe pendant la Première Guerre mondiale, mais cette fois-ci de manière organisée, on va dire. En effet, la firme prévoit d'envoyer à chaque homme en uniforme une bouteille de Coca-Cola, ce où qu'il se trouve dans le monde. Cela permet ainsi au coca d'être diffusé aux quatre coins du globe derrière les soldats américains. Mais Coca-Cola ne fut pas uniquement aux côtés des Américains pour promouvoir sa marque durant cette époque. En effet, de l'autre côté, ce fut aussi un allié commercial de choix du Troisième Reich. Bon, ça évidemment, on ne le vous dit pas non plus sur le site officiel de Coca, hein. On vous parle juste de la partie américaine. Bah oui. En effet, jusqu'à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, le Troisième Reich représentait le second marché de la compagnie après les États-Unis, avec une production de près de 100 millions de bouteilles. En 1928, Robert Woodruff, le directeur de Coca, pour rappel, participa même à 2 soirées privées organisées par Göring et Goebbels. Non mais sérieux, c'est même pas un poids Godwin, c'est arrivé en vrai! Robert Woodruff, le directeur de Coca-Cola, était devenu pote avec les nazis. Ah! Devenu copain avec les gentils nazis, le Coca devint donc rapidement un partenaire commercial de choix du Troisième Reich. Ainsi, grâce à Max Keitel, le responsable de la compagnie en Allemagne et qui était entre autres un des proches du pouvoir politique, et de Nicolas Roux, le directeur des ventes outre-Atlantique, les publicités de Coca-Cola firent rapidement leur place sur les magazines en couverture, à côté du Führer. Elles sont également présentes dans le périodique de l'armée allemande, le Die Wehrmacht, à la radio et même dans le journal d'information officiel du Troisième Reich. Et en 1936, c'est l'apothéose avec les Jeux Olympiques de Berlin, dont Coca-Cola devient l'un des principaux fournisseurs et partenaires, ce qui permet une fois de plus à la marque de se faire un énorme coup de publicité. Mais la guerre se faisant menaçante, les ingrédients nécessaires à la fabrication du Coca-Cola sont finalement arrêtés d'être importés en Allemagne, de par les blocus alors en vigueur. Mais Coca-Cola n'avait pas dit son dernier mot. C'est ainsi que Max Keitel décide alors de mettre au point une nouvelle boisson, ce afin de maintenir l'activité commerciale de la firme dans le pays durant la guerre. Il crée alors un nouveau breuvage commercialisé sous le nom allemand de Phantasiagetränk, signifiant boisson de l'imagination, plus connu chez nous sous le nom de Fanta. La boisson, composée alors de sous-produits issus des productions de fromage, de cidre et de fruits, remplace le coca dans tout le pays. Les Allemands sont d'ailleurs tellement dans la galère avec les pénuries alimentaires de par le blocus qu'on voit même des bouillons de soupe de Fanta apparaître, pour vous dire. Enfin voilà, maintenant vous savez la vérité. Le Fanta est né dans le Troisième Reich allemand à destination des Allemands en pénurie. Après la guerre, la marque connut une belle prospérité. S'insérant à fond dans le marché américain, la firme ne manquera ainsi pas une occasion de se faire de la pub. C'est bien simple, Coca est partout. Télé, radio, film, affiche, télé, radio, film, affiche, télé, radio, film, affiche, télé, radio... Ah, on est bombardé!
Le groupe compte même élargir son domaine de vente et lance ainsi de nouvelles boissons et parfums, dont on retiendra par exemple le Sprite ou encore le rachat de Minute Maid. Toujours à la recherche de nouveaux marchés et de nouveaux sous-sous, la marque réussit même, au gré de moult négociations et sûrement de pots de vin, à devenir en 1978 la première et à l'époque la seule entreprise autorisée à vendre des packs de boissons fraîches en République populaire de Chine. Oui, il faut dire que Coca apparemment aime bien ce genre de régime. Personne comprendra cette blague. Après cela, au cours des années 80, il ne se passe pas grand chose d'intéressant. La firme continue à grandir, comme d'habitude. On va pas passer en revue toute la propagande Coca, ni des pubs plus que douteuses. Mais on s'arrêtera quand même sur l'apparition du Coca Light, qui va devenir rapidement la deuxième vente de la marque. Par la suite, au cours des années 90, Coca se trouve de nouveaux partenaires commerciaux, mais cette fois-ci dans le domaine du sport. T'es sûr que ça fait bien hein, pour une marque qui donne plutôt tendance à grossir. Basket, football, course automobile de NASCAR, rugby et même Jeux Olympiques, ça me rappelle quelque chose, sont au programme. Ainsi, en 1997, l'entreprise atteint un pic jamais atteint auparavant, en vendant près de 1 milliard de boissons dans le monde par jour. Vous noterez la légère progression depuis les 9 verres du début. Et enfin, arrivent les années 2000, avec l'apparition de diverses marques et sous-marques du produit toujours plus nombreuses. Coca Zéro, Coca Citron, Coca Cherry et j'en passe, ainsi que divers rachats et brevets qui portent aujourd'hui le nombre de produits possédés par la marque à près de 500. Et en ce début de deuxième siècle d'existence, il est aujourd'hui possible de boire un Coca n'importe où dans le monde, où que l'on se trouve. Enfin, il est plutôt impossible de ne pas avoir un Coca proposé partout où l'on se trouve dans le monde. Ça marche aussi. Il y a d'ailleurs même des villes d'Amérique du Sud où le Coca est moins cher que l'eau. Bon, je vous parle pas du futur état de santé des gens, hein, c'est un peu comme un laboratoire test géant, enfin bref. Ainsi, parti de rien, un jeune pharmacien malade aura réussi à créer l'une des boissons les plus célèbres de la Terre, après l'eau. Sans n'avoir jamais pu connaître le succès de sa création, ce seront finalement d'autres individus qui profiteront de celle-ci et qui feront d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, malgré des passages plus que sombres et douteux, bien évidemment niés par la marque. La boisson la plus vendue et la plus mauvaise pour la santé du monde, le Coca. Cola. Mais bon, perso, ça m'empêchera pas d'en acheter.